en 70, arrive 79. Cette saison est marquée aussi par une belle victoire à Silverstone, tu vas nous en parler. Et puis tu as changé aussi de passager au cours de ces gens. Oui, c'est-à-dire que la saison 79 est arrivée sous de très mauvais augures. Il y a eu un changement, la fédération, la FIM a pondu un règlement à la con qui impliquait deux catégories, B2A, B2B. Les sidecars classiques, B2A, et les sidecars modernes, B2B. Et en l'occurrence, Eric Viania, le constructeur des CMAZ, avait fait une machine qui normalement aurait dû être réglementaire, avec une fourche spéciale qui voulait qu'elle débatte dans l'axe de la colonne, enfin bref. C'était une hérésie complète, et cette machine a été refusée en Autriche, lors du premier Grand Prix. Donc, résultat, il a fallu trouver des solutions. La semaine suivante, on roulait à Hockenheim, et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Michael Burkhardt. Il m'a proposé de me prêter son sidecar classique, avec lequel on a fait le Grand Prix, mais c'était un châssis prévu pour rouler en course nationale. Et j'avais l'impression que j'allais lui fondre ses petits freins, que j'allais lui casser son châssis, tellement que c'était aléatoire. Donc ça a été juste une prestation gratuite, quelque part, pour faire le championnat d'Hockenheim, pardon. Mais par la suite, il a fallu trouver d'autres solutions. Avec Collins, on a dit on va faire un châssis, on va faire un châssis à Windle, en Angleterre. Donc on est parti 3 semaines en Angleterre pour faire un nouveau châssis. Après, redescendre en France pour refaire des pots d'échappement. Cette année-là, j'ai refait 6 jeux d'échappement. Ça a été une année pourrie par la fédération à pondre un règlement aussi ridicule. J'ai vraiment pas favorisé la catégorie B2A parce que j'y croyais pas, ça allait à l'encontre de mes idées techniques. On a eu une saison qui a été dure, à tel point que Stu Collins est parti en milieu de saison. Et il a été remplacé par le gars qui nous avait prêté le sidecar à Hockenheim, qui était en l'occurrence Michael Burkhardt. Et le premier Grand Prix qu'on fait à Silverstone, on le gagne avec un arrêt au stand pour changer les roues. Voilà. Oui, pareil. Mais pour la petite histoire, quand même, c'est une parenthèse à ajouter. Avant les essais officiels, donc on avait 2 machines sous le haut vent, le Windle et le CMAZ. Il y avait les 2 catégories sur ce circuit de Silverstone. Un mécanicien anglais qui me donnait un coup de main déplace une jerrycan et avec l'électricité statique met le feu à cette jerrycan d'essence qui était en plastique. Donc ni une ni deux, moi j'avais mon capital qui était sous la tente, il est hors de question de laisser brûler ça. J'ai attrapé les 2 anses du bidon en plastique en feu. Je l'ai sorti dehors. Et je me suis grièvement brûlé les mains, naturellement. Et le docteur Costa est intervenu et m'a soigné, m'a piqué, m'a mis des gaz avec des gros gants et tout ça. Et j'ai pu faire la course que j'ai gagnée dans ces conditions grâce à Claudio. Il paraît qu'il était... Ah ben, j'ai d'autres exemples comme ça avec lui, notamment en 90, quand on gagne le titre, on le gagne grâce à lui encore une fois, quoi. Donc c'était un génie de la médecine qui savait faire ce qu'il fallait et qui m'a sauvé de situations pendant toute ma carrière. Donc pour moi, c'est un grand homme. Je le mettrai à la même image que celle de JCO, qui a toujours été là pour nous aider, quoi. Donc la discrétion, l'efficacité, tout ce qu'il faut. Alors ensuite, c'est 1980. Pas de victoire, mais quand même une série de 2e place. Tu en as fait 5 en 80. Oui, là c'est pareil, on est reparti un petit peu d'une manière boiteuse, à savoir qu'on est parti avec un moteur FAT, un sponsor anglais qui m'avait contacté en me disant mais je prends en main toute la partie sponsoring et sera équipé, tu auras un moteur FAT. Je dis bon c'est bien parce que pour moi c'était une référence déjà, Helmut FAT. Et en fait, on s'est aperçu que ce sponsor était un sponsor qui n'existait pas. Donc je me suis engagé physiquement et mécaniquement parlant avec Helmut FAT.
Résultat, on a fait 2 courses avec le moteur FAT, mais il n'y avait pas de budget qui arrivait pour faire quoi que ce soit, donc le moteur n'était pas suffisamment performant. Il aurait fallu reprendre un développement, et la fiabilité n'était pas là, puisqu'on était en tête au Grand Prix de France, et on casse la boîte dans le dernier tour, après une réparation de fortune juste avant. Donc, une fois de plus, après le Grand Prix de France, j'appelle JCO, et je lui demande s'il ne veut pas me fournir 2 moteurs de TZ 500, qui naturellement me comble avec les pièces détachées qu'il y a avec. Bref, je redescends avec mes moteurs, je laisse un moteur chez le constructeur pour qu'il refasse le bâti moteur sur le châssis. Moi, je prépare un moteur et puis on part directement en Yougoslavie et on fait le meilleur temps. Donc de suite, une machine performante. Mais il a toujours manqué quelque chose. On a eu des problèmes de boîte de vitesse, que je ne connaissais pas les boîtes de vitesse du TZ500 à l'époque. Donc on a eu un petit problème qui nous a empêché de gagner. Et toute la saison, on a payé par le petit retard qu'on avait. Ouais. Avoir une petite avance en course, c'est primordial. Avoir un petit retard, c'est capital. Ouais, donc c'est fatal. Donc on a fait une bonne saison, on s'est battu, on a obtenu de bons résultats. Bon, on n'a pas été champion du monde, une fois de plus. Troisième. Alors ensuite, c'est 1981, belle saison, vice-champion du monde, 8 podiums, encore une très belle saison. Une très belle saison, oui, avec Burkhard, sur le CEMAZ, qui était un CEMAZ qui avait été modifié par rapport au CEMAZ que l'on avait au départ. C'était un CEMAZ qui était très étroit, qui était quasiment inconduisible, surtout pour le passager. Il était étroit, donc le constructeur avait misé sur de l'aérodynamisme, naturellement. Et en fait, il s'avérait que le passager se battait, parce que le panier levait facilement, mais il fallait être très rapidement sur la roue arrière dans les virages à droite. Donc, quelque part, il aurait fallu avoir 2 passagers, en gros, pour être comique. Et Burkhard, après la séance d'essai qu'on a fait au Ricard, qui était couvert de bleu, me dit, si Eric ne met pas le châssis comme il était l'année dernière, tu cherches un autre passager. C'était sportif. Donc c'était vraiment sportif. Normalement, on arrivait toujours à égaler nos temps de l'année précédente le deuxième jour. Là, on était à 2 secondes de nos temps, donc c'était clair et net, ça ne marchait pas. Donc ça a été modifié et on a eu c'est là où j'ai commencé à travailler. On était Total, mais j'ai quand même commencé à travailler avec Elf, avec Antar, avec Jean-Claude Fayard qui me fournissait de bonnes essences. Je commençais aussi à travailler au banc avec Martial Garcia à Lausanne. Donc tout ça, ça menait de bonnes choses. On avait un moteur qui était performant, on avait gagné une belle course à Assen. Mais en fait, on a perdu notre titre sur le circuit d'Imatra, où l'année précédente, on avait cassé la boîte de vitesse du moteur Yamaha, du TZ500. Et en 81, on a cassé une biellette de tension de chaîne parce qu'il y avait une telle trépidation en première quand on passait en accélération sur le passage à niveau, que la chaîne s'est détendue, et en fait j'ai perdu mon titre à Imatra. Ouais, sur un circuit. Sur un circuit qui était un circuit routier qui était très dangereux, où Jock Taylor a perdu la vie l'année suivante. Ouais, c'est vrai que ça on peut en parler aussi, c'est les sidecars participaient sur des circuits comme Imatra, comme les solos, et il y avait aussi des contraintes pour vous la contrainte était qu'il y avait une grande ligne droite où on prenait 273, où il était impossible de doubler en sidecar. Donc on était là, il y a une concentration. On se faisait plus peur en roulant en ligne droite, parce que la route était bosselée et ronde. C'était une horreur. Puis avec un environnement de dégagement pas terrible. Tu avais le droit à tout, sauf à sortir. Ça, ouais. Donc quelque part, j'ai perdu mon titre là. Ouais. Mon premier titre. Et là, il y avait de la performance, on avait gagné des grands prix, on avait toujours été sur le podium, et c'est la seule course qu'on ne termine pas de l'année. Ouais. Donc fatal. Ouais. Bon, en 82, tu termines 3e du mondial, et tu as 2 victoires quand même. 2 victoires, mais c'était pas un châssis très performant, c'était les premiers châssis CEMAZ avec le moteur derrière. Ils étaient assez longs, ils étaient beaucoup moins maniables que les châssis courts. On avait beaucoup perdu de motricité sous l'appui notamment, sur le sec aussi. Et quelque part, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui m'a donné envie d'aller voir ailleurs. Et en 83, j'ai acheté un châssis LCR. Donc,
83, bah, c'est un peu plus difficile comme saison. Tu changes de passager, c'est Claude Manchot. Je retrouve mon premier passager Claude Manchot. des débuts en 75. Avec une équipe qu'on a eu de la peine à gérer, il y a eu beaucoup de boulettes, des erreurs, des trucs qui arrivent lorsqu'on n'est pas suffisamment organisé. Donc on finit troisième, on gagne 2 grands prix, mais sans plus quoi. Non, on ne gagne pas de grand prix, on ne gagne pas de grand prix en 83. Quatrième. Alors 84, c'est une année charnière, tu changes encore de passager avec Jean-Marc Fresque. Oui. Jean-Marc Fresque arrive en remplacement de Burkhard, qui a des problèmes de gestion de son magasin et avec son associé. Donc, plutôt que de faire une saison qui n'aurait pas été une réussite, il décide d'arrêter. Donc, je trouve Jean-Marc Fresque qui vient remplacer donc, un Allemand qui était venu en début de saison avec lequel j'ai eu un accident à Hockenheim. Donc, ça a été assez douloureux parce que je me suis fêlé une vertèbre et ça aurait pu être plus grave que ça, mais bon, on est arrivé à démarrer avec Jean-Marc en Autriche qui se fracture les côtes aux essais en roulant. Il tape sur la caisse et il fait toute la course avec les côtes cassées. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Il en a beaucoup souffert. Et bon, ça a été une saison qui a été sympa. Et en fait, on est resté assez longtemps ensemble. Beaucoup d'affinités avec Jean-Marc, qui était un très gentil garçon, très, très disponible, très agréable à vivre, quoi. Là, tu termines troisième et puis tu gagnes le Grand Prix de Belgique. Voilà, on gagne le Grand Prix de Belgique, qui était un de mes Grands Prix que je rêvais de gagner. Et je suis passé plusieurs fois à côté pour X raisons, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails, autrement on n'arrêterait pas. Surtout que là, on va rentrer dans une... on va occulter 85 parce que c'était difficile, si tu veux bien. Tu termines 7e, enfin plus difficile par rapport aux autres saisons, bien sûr. Et puis on va rentrer en 86, puisque là c'était une année charnière avec un titre de vice-champion du monde, un titre de champion du monde pratiquement gagné, et puis voilà, un problème de casque. Parle-moi de cette saison qui quand même te tient à cœur aussi. C'était pas vraiment une belle saison. Pour moi, avec le recul, c'était pas la saison qui méritait un titre. Mais bon, grâce à la régularité, on était là, on était au point, on était devant. Et en fait... un journaliste est venu m'interviewer au moment où on aurait dû être en prairie. Donc j'ai quitté mon casque, remis mon casque assez rapidement. Pardon, ça c'est le dernier Grand Prix en plus, t'étais en tête en plus. J'étais en tête des championnats du monde. Et il suffisait de terminer troisième. Donc je remets mon casque, je le remets mal, je pars en tête. Je me retourne à la sortie de la première chicane pour voir un petit peu l'état des lieux, ce qui était derrière moi. Et là, le casque s'ouvre. Le sang jugulaire s'ouvre. Le casque me plaque le nez, me plaque la bouche, je perds de la vitesse de pointe, j'essaie de m'arrêter pour remettre le casque, mais tout le monde me passe et je repars. Et je me dis, il faut absolument remonter. Mais psychologiquement, rouler comme un malade à Hockenheim, qui est très rapide, de plus, avec un casque qui est ouvert, heureusement que les gens de la fédération n'ont pas vu, parce qu'ils m'auraient passé le drapeau rouge, c'est clair. Et je remonte, avec un moteur qui marchait, une vitesse de pointe diminuée par le fait que ça faisait parachute. Je remonte, et j'arrive à la 4e place, et je tombe sur un Zurbrück survolté, qui d'habitude n'était pas aussi rapide, et j'échoue, je ne peux pas le passer, j'échoue à 1 seconde de la place que je devais avoir. Et je perds le titre à égalité de points. Ouais, c'est ça, c'est à égalité de points. Et je le perds au nombre de victoires. Voilà, tu en as eu 2 cette année-là. Et là, ça a été dire on a chargé le camion, on est rentré à la maison, le camion il est resté chargé pendant 3 mois. J'ai pris mon petit bateau avec lequel j'allais pêcher dans les bras du Rhône et je suis allé m'isoler, regarder les flamants roses pendant 1 mois et demi, parce que je trouvais ça tellement injuste d'avoir perdu un titre comme ça. Et puis après coup, quand j'ai arrêté la compétition, j'ai relativisé, je me suis dit que c'était qu'un titre, tout simplement. Ouais. Et surtout, avoir un titre sans le panache, ça me dérangeait un petit peu.
l'avoir comme en 90, avec des résultats probants, des pole positions et tout ce qui va avec, ça c'est plus représentatif. Disons que j'aurais eu l'impression que c'était un peu un titre volé. Je me le suis fait piquer, mais bon. Ouais, parce qu'on se focalise sur le casque, mais finalement, comme tu l'as fait là, si tu analyses à froid, après, t'aurais fait une saison. Je l'aurais pris, parce que j'avais besoin de cette notoriété pour trouver des sponsors, parce que mine de rien, en 86, on roulait pas sur l'or non plus. Mais c'est les victoires qui te manquaient, puisque tu en as eu que 2 finalement. Exactement. Parce que tu disais c'est exactement. Et Stroyer, qui a été titré cette année-là, a fait un tour de passe-passe à Biland, qui était là pour me défendre, et qui m'avait dit si il faut que je te défende, je te défendrai. Il est arrivé à l'entrée de Sachs Curve, il a fermé la porte et Stroyer il est passé dans l'herbe. Ah oui. À la corde, il est passé dans l'herbe. Donc, là il n'y a plus rien là. C'était comme ça. Mais j'ai quand même dit fucking Batave. Donc on va passer en 87. Bon, tu termines la 4e du mondial, 5 podiums. 88. Encore 4e avec 2 podiums, toujours très très bien placé. Et 89, 3e, 3 podiums. Tu as quelque chose sur ces saisons-là, 87, 88? C'était des saisons en demi-teinte, il me manquait la motivation. Il me manquait toujours de l'argent, et j'avais des moteurs qui marchaient bien, mais c'était pas assez. Pas assez de moyens pour m'entourer. J'étais un petit peu à la recherche d'un équilibre, quoi. Ouais. Et en fait, cet équilibre, je l'ai trouvé en 90 avec Simon. Mais je l'ai trouvé aussi grâce à des gens qui m'ont donné des pièces, des TZ90 au mois de novembre-décembre, avec lesquels j'ai pu faire des essais au banc, du développement, et m'apercevoir qu'on avait 2 à 3 chevaux de plus en monocylindre. Et quand on est arrivé au premier Grand Prix, là, on a survolé la catégorie, parce qu'on avait vraiment... J'avais un super passager, Simon Perchal. J'avais un super moteur et un super châssis. Ouais. On avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Et là, j'ai retrouvé la motivation. Et ça a été pole position, podium, victoire, 5 victoires. Donc ça a été tout seul, quoi, quelque part. Malgré le fait que, n'ayant pas eu beaucoup d'argent, on était toujours avec les mêmes boîtes de vitesse qui à l'origine étaient prévues pour 110 chevaux et qui en tiraient 180. Donc j'ai cassé 2 ou 3 fois en tête parce que je n'avais pas les moyens de faire une boîte de vitesse résistante. Donc on aurait pu passer à côté du titre. Puis il y a eu aussi cet incident en Yougoslavie où Simon lors du warm-up, j'ai freiné trop fort, trop tôt avant que les freins reviennent, parce qu'on avait disque carbone avant et arrière et disque acier au panier, et j'ai freiné trop fort, trop tôt, les plaquettes de frein du panier n'étaient pas revenues, ça a déséquilibré la machine a fait un coup de raquette, et Simon est tombé à fond de 6, et il s'est déboîté l'épaule. Et là, le docteur Costa a vraiment fait un travail magique, à savoir qu'il lui a remis l'épaule en place, il l'a shooté pour qu'on puisse faire le Grand Prix. Donc, avant le départ, je lui ai demandé, on fait le premier tour de chauffe, tu me dis si ça va bien. On fait le premier tour de course, je me retourne, je te regarde, et tu me dis si on continue ou si on continue pas, si c'est possible d'aller jusqu'au bout. Aucun problème, le garçon très motivé, et aucun signe de faiblesse. On a fait la course, on a gagné la course. Ouais, et si on gagne pas cette course, on n'est pas champion du monde. C'est-à-dire que si j'avais pas pu faire la course, je n'avais pas le droit de repartir parce que j'avais pas fait d'essai avec un passager. Donc la clé était là, quoi. Et dans des conditions aussi catastrophiques que celle-ci, le docteur Costa est arrivé, il n'y a pas de problème. Voilà. Fou, hein. Donc quelque part, comment ne peut-on pas avoir de la reconnaissance pour un homme pareil? Ah ouais,